Bonsoir. Ce soir, je voudrais vous parler d'un article qui m'a beaucoup éclairé. Ça fait déjà bien 2-3 mois qu'une amie me l'avait apporté. Il s'intitule Chapoutot, le management et le nazisme. Il est tiré du Nouvel Observateur début de l'année 2020. Et donc il s'intitule comme ça. Retraçant la vie d'un ancien général SS devenu le gourou du management allemand dans l'après-guerre, l'historien Johann Chapoutot établit un lien entre ces deux univers, suscitant une controverse, un parti pris idéologique ou le dévoilement de la face obscure de notre modernité. Alors c'est vraiment très intéressant. Johann Chapoutot, spécialiste de l'histoire du Troisième Reich, retrace la vie de Reinhard Hohn dans son livre Libre au pluriel d'obéir. C'était un brillant juriste, un apologiste du droit nazi, général SS de la fin de la guerre, qui, en 1956, à la demande du patronat allemand, crée la plus prestigieuse école de management de la jeune République fédérale d'Allemagne. Il faut savoir qu'à l'époque, la République fédérale d'Allemagne, c'était quand même la base vraiment avancée des États-Unis, après la défaite du Troisième Reich et la séparation des deux Allemagnes. Donc c'était un terrain d'expérimentation important pour les Américains, pour leur modèle économique de contrôle du monde. Comme la RDA, de l'autre côté évidemment, par rapport à l'URSS. Installée à Bad Harzburg, une ville thermale de la Basse-Saxe, l'Académie des cadres formera plus de 500 000 étudiants, c'est considérable, et Hohn, enseignant vedette et auteur de best-sellers, deviendra le gourou du management à l'Allemagne. Bon là, on peut faire le lien quand même par rapport à l'Europe, à la place prépondérante de l'Allemagne, aujourd'hui, de leur fameuse efficacité qui ne date pas de l'après-guerre. Le récit est fascinant, continue l'article du Nouvel Observateur, c'est un article de Eric Eichimann. Voir que même homme peut passer de la barbarie nazie à une paisible activité de formation provoque un sentiment de vertige. Mais le propos ne s'arrête pas là. À travers l'itinéraire de Reinhard Hohn, Chapoutot se livre à un véritable travail de généalogie intellectuelle. C'est ça qui est très intéressant. Il repère des similitudes inattendues entre la pensée nazie et certains thèmes récurrents dans le discours des entreprises. La première est la profonde aversion des nazis pour l'État et ses procédures. S'il semble surprenant, le fait est en réalité bien connu des historiens. Comme l'écrit Marcel Gaucher dans son livre sur le totalitarisme, il n'a pas plus anti-bureaucrate que Hitler. Loin d'être un bloc monolithique, le régime nazi est fait d'une multitude de structures qui se chevauchent et s'enchevêtrent. Professeur de droit, Hohn a théorisé cet anti-étatisme et notamment la création d'agences indépendantes. Et évidemment, je commente cet article par rapport à la situation actuelle où l'État est en train d'être complètement réduit à l'impuissance avec la loi Avia sur la censure, avec la gestion du déconfinement confié à l'entreprise, au cabinet justement, au cabinet, à l'agence Bain et compagnie, une entreprise américaine spécialisée dans le dégraissage des grandes entreprises, gérée par une ancienne agente du Mossad, autant dire une agente du Mossad, parce qu'en fait on ne sort jamais véritablement des services secrets. Et donc ça montre comment il y a une continuité qui rejoint ce que disaient des gens comme Alex Jones dans America from Freedom to Fascism, l'Amérique de la liberté au fascisme, qui montre cette volonté vraiment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, de mettre une dictature ultralibérale à travers des grands marchés transcontinentaux que ne veulent ni les populations de l'Europe, ni celles des États-Unis, ni celles d'Amérique du Sud, mais que veulent des entreprises avec arrêt évidemment des taxes, ouverture totale des barrières douanières. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, avec la fermeture des frontières en raison du coronavirus, les hommes ne passent pas, mais les marchandises passent, et on vient encore de signer un accord de libre-échange avec le Mexique. Et il y a une logique, c'est ce que dit Johann Chapoutot, je continue son article. Cet anti-étatisme
et notamment la création d'agences indépendantes, celles-là même qui seront promues à partir des années 1970 par ce qu'on appellera le New Public Management. Et là, c'est l'ère aussi de Giscard d'Estaing, de Pompidou, de la loi qui interdit à à l'État français d'emprunter à taux zéro à la Banque de France et qui commence ce catastrophique endettement qui culminera avec l'effondrement de la Grèce, avec Mario Draghi. Et aujourd'hui, avec l'effondrement du pays, avec cet état de choc du coronavirus. Alors, après la guerre, à la tête de son académie, Hone reprend ses idées. Son modèle de Bad Harzburg propose non pas une verticalité écrasante et tatillonne, mais un management par délégation de responsabilité. Mais attention, le chef d'équipe ne participe pas au choix de l'objectif et il endosse aussi la responsabilité en cas d'échec. Les salariés sont libres d'obéir. Et c'est effectivement ce management décentralisé. Il y a un terme qui existe, parce que ça tend à se répandre beaucoup. En fait, ça fait énormément travailler les collaborateurs de l'entreprise, ça leur fait pas forcément gagner plus. C'est pas eux qui décident de l'objectif fixé, mais à l'arrivée, les conséquences leur retombent dessus. Donc c'est un énorme stress. Et ça donne l'impression de répartir le management, mais en fait, en réalité, ça donne toujours plus de charges et ça fait toujours plus bosser les collaborateurs, mais sans changer le but à atteindre la mondialisation, que ce soit un commerce inéquitable, contraire à l'environnement. Dans les premières pages, Johann Chapoutot cite La question humaine, un film de Nicolas Klotz de 2007 avec Mathieu Amalric et Michael Lancel qui, décrivant une multinationale à travers les yeux d'un responsable des ressources humaines, établissait une filiation entre l'entreprise contemporaine et le nazisme. C'est dans le même esprit que Chapoutot compare le management nazi et les mots d'ordre d'aujourd'hui, performance, compétition, injonction à se battre, à se vendre, à être un gagnant. Sachant qu'il n'y a évidemment pas de mal à entreprendre, c'est bien, mais la guerre économique se poursuit par des moyens qui sont y compris militaires. On le voit bien avec toutes les guerres déclarées pour le pétrole ou le libre-échange. Alors, l'auteur de l'article, Eric Eichmann, dit « Il est vrai qu'à la lecture de son livre de Chapoutot, on a parfois le sentiment que les rapprochements manquent de prudence. » Ce à quoi Chapoutot répond très intelligemment « Ce n'est pas moi qui établis des rapprochements, c'est la continuité biographique des acteurs de l'Académie de Bad Harzburg, répond-il. » Et ça, c'est très important. C'est comme ça qu'il faut travailler, mettre les faits les uns à côté des autres, respecter la chronologie, la géographie, toujours montrer les liens qui existent, poser les faits et après voir que ça conduit toujours à un même effet et quand il y a des personnes, des lieux, des chronologies, avec des conséquences derrière, on ne peut pas croire au hasard, sinon c'est vraiment le suicide de l'esprit journalistique. Outre Hone, il cite deux exemples. Le professeur de marketing était un certain Franz Six, lui aussi général SS, mais en plus génocidaire, condamné à Nuremberg avant de devenir après la guerre directeur du marketing chez Porsche. Quant à l'enseignant de développement personnel et diététique, ça ne s'invente pas, il avait été titulaire de la chaire d'eugénisme racial à l'université d'Iéna au temps des nazis. À quoi on objectera que le management par mission n'est pas l'apanage des nazis, qu'il existait aux États-Unis et en France dès les années 50-60, sans lien avec les théories de Hone. Certes, mais l'hypothèse de la continuité n'en reste pas moins pertinente et même d'une singulière actualité, comme le prouve la publication l'année dernière en Allemagne d'une biographie de Reinhard Hone qui se demande dans quelle mesure on peut voir l'idéologie de la communauté nazie se poursuivre dans son travail. Ça, ce sont des choses dont on peut se rendre compte lorsqu'on fait des études supérieures et qu'on fréquente un petit peu comme ça a été mon cas quand j'étais en prépa littéraire, j'ai fréquenté j'ai croisé, on pouvait croiser systématiquement des HEC.
comme des classes préparatoires scientifiques. Et nous, ce qui nous révulsait en tant que littéraires, c'était cette façon totalement impitoyable d'appliquer des lois scientifiques ou des lois économiques sans se préoccuper de la conséquence des décisions, des modèles, et avec l'idée toujours qu'on faisait partie de l'élite de la nation, et c'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'on est passé par ces formations d'élite, en fait, entre guillemets, c'est très difficile de revenir dans la vie normale et de retrouver une forme d'empathie par rapport au commun des mortels, parce que c'est un milieu où on éduque à la fois dans la survalorisation et dans l'humiliation, et ensuite on est formaté comme ça, et finalement c'est vraiment un darwinisme social qui est mis en place, et pas du tout dans le sens de l'intelligence, parce que ça passe aussi par un formatage intellectuel énorme, et par le mépris de beaucoup d'autres théories qui sont meilleures au niveau de l'économie, de l'énergie, de la philosophie, mais eh bien, on surfe sur la vague du politiquement, du littérairement correct, de l'économiquement correct, et ça aboutit aux catastrophes dans lesquelles nous sommes depuis longtemps. Et là, c'est quand même extrêmement troublant. Joanne Chapoutot termine par ceci, et à propos du régime de Vichy, une troublante coïncidence vient clore le livre de Chapoutot. Dans le dernier chapitre, on y apprend qu'en 1954, au moment où Hone prenait langue avec le monde patronal allemand, Maurice Papon publiait lui aussi un manuel de management, titre « L'ère des responsables ». Comme dit Chapoutot, cela devrait nous interroger. Alors du coup, bon, Maurice Papon, je rappelle, c'était un fonctionnaire de Vichy qui a ensuite été envoyé en Gironde, et là il a participé, il était sous-préfet au milieu de la guerre 42-43. Il a signé des documents qui déportaient des juifs vers les camps d'extermination, vers Auschwitz. Donc je me suis dit, bon, je savais qu'il avait gardé des places importantes, qu'il avait réprimé aussi la guerre d'indépendance algérienne. Bon, je me suis dit, ça c'est quand même incroyable. Eh bien, je vais aller voir ce livre-là, et je l'ai trouvé sur Gallica, qui est un site, je crois, de la Bibliothèque nationale française, et où on peut avoir énormément de livres scannés. Et effectivement, voilà ce que dit Maurice Papon. Donc, le procès avait lieu en 1997, à propos de son livre dans la préface « L'ère des responsables ». Les premières expérimentations se sont appliquées dans l'industrie. Comme on le verra, cette jonction nouvelle, quelle que soit sa forme d'expression ou son mode d'exercice, est plus une méthode qu'une technique, et plus une attitude qu'une méthode. Et là, quelque chose qui m'a fait frémir, il dit « Nous entrons dans l'ère des organisateurs ». L'ère des organisateurs, telle que l'entend James Burnham. C'est le meilleur des mondes, celui-là même qu'Aldous Huxley a décrit sans que la pointe d'humour noir fût à peine forcée. La société, pour prospérer, doit certes honorer ses techniciens, ils sont nécessaires, mais non suffisants, puisque bon gré mal gré, nous sommes engagés les uns et les autres, fût-ce par notre abstention, dans le monde qui est et porte comme une mère le monde qui sera. Notre ambition est de tenter de préparer pratiquement les voies et les moyens de l'ère des responsables. Du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est cette ère des organisateurs dont parle James Burnham? Et je suis allé chercher de quoi il s'agissait, et voilà ce sur quoi je suis tombé concernant Burnham, et ça fait assez frémir. C'est un livre de 1947, publié chez Calman Levy, et donc j'ai trouvé ça dans une revue universitaire. C'est la critique de ce livre-là. Alors déjà, le titre en anglais, c'est pas l'ère des organisateurs, c'est The Managerial Revolution, la révolution managériale.
Et l'auteur de la critique dit ceci: James Burnham nie le dilemme capitalisme-socialisme qui croit à l'avènement d'un tiers régime où les directeurs formeraient une nouvelle classe dominante. Il estime notamment que l'Union soviétique n'est pas socialiste, mais qu'une classe nouvelle, celle des directeurs, y a imposé sa domination. Donc vous voyez, il croit à l'avènement d'un tiers régime où les directeurs formeraient une nouvelle classe dominante. Ça va faire vraiment très loin. Comme le fait remarquer M. Léon Blum, on tombe sur le Front Populaire, et c'est Léon Blum qui a fait la préface. Front Populaire quand même. Pour qu'une classe se forme, il faut qu'elle se recrute par hérédité, ou à la rigueur par cooptation, C'est-à-dire que là, en fait, l'hérédité, ben, c'est la reproduction des élites. Hein. Vous faites partie d'une classe, vous faites partie d'une race, vous faites partie d'un peuple, etc. Eh bien, vous transmettez le pouvoir à vos héritiers de façon héréditaire. Que ce soit génétique, familial, ou par les grandes écoles, ou parfois on rentre même sans avoir réussi les concours quand on fait partie de certaines familles. Ou à la rigueur par cooptation. Donc l'auteur, assez pénétrant sur d'autres points, a presque entièrement négligé ce point de vue essentiel, c'est-à-dire la cooptation, citant seulement à 2 reprises le mot népotisme, sans le commenter, ni accorder aucune attention à la question de l'héritage et de la famille. Bon, le népotisme, c'est le fait de recruter des personnes de la famille, il nipote en italien. Le risque de voir se former des classes n'est pas contestable si l'instruction est donnée suivant d'autres principes que le mérite. L'expérience a montré en URSS et en d'autres pays que dans l'état actuel de la technique, l'élevage collectif des enfants et le remplacement de tous les soins maternels par une activité rémunérée se heurtent à des difficultés financières trop fortes. Mais apparemment, donc, ça a été envisagé d'enlever les enfants à leur famille, voilà, élevage collectif des enfants, mais c'est trop cher, donc ils ne vont pas le faire. Que cette éducation familiale puisse favoriser certaines dynasties intellectuelles n'est guère contestable, mais son influence peut être combattue par la sélection suivant le mérite, de sorte que le collectivisme des enfants ne paraît pas indispensable à l'abolition des castes. Donc elle était vraiment dans les expérimentations sociales, là, d'où le lien qu'on fait avec le meilleur des mondes, on va y revenir, et sa société de dictature, par le plaisir, par l'abêtissement, par la sous-culture. À tout le moins, cette question aurait dû figurer dans l'ouvrage de M. Burnham, dont le pessimisme historique rencontrera certainement en France de vives oppositions. Alors, quand même, la révolution managériale, c'est une expression quand même assez forte, hein. Mais moi, ce que je vois, c'est que Papon écrit son livre l'ère des responsables suite à l'ère des organisateurs de Burnham, dont on a vu cette croyance à l'avènement d'un tiers régime où les directeurs formeront une nouvelle classe dominante, hein, par hérédité. Et Papon sort son ouvrage donc en même temps. Il faut voir aussi qu'en 1954, c'était le début du régime de Pierre Mendès France, qui avait été à la Banque mondiale, au FMI, qui avait quitté le cabinet de De Gaulle parce qu'il voulait faire des réformes un peu trop dures, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où il faut quand même le souligner, il avait été résistant, Pierre Mendès France. Et il a créé le journal L'Express, un journal hyper-mondialiste qui est pour un gouvernement mondial. J'en ai parlé, je renvoie à une autre intervention que j'ai faite, hein, et qui ne cesse de l'être pour la mondialisation, avec vraiment aujourd'hui un journal qui est totalement calqué sur The Economist, qui est vraiment le grand journal de la mondialisation, et qui instaure, enfin qui tend à donner tout le pouvoir au monde des multinationales. Et donc c'est quand même assez troublant. C'est 1954, hein, à ce moment-là. D'ailleurs, Papon, ancien collabo, qui a déporté des juifs, alors que pourtant Pierre Mendès France lui-même était juif, hein, eh bien, il est nommé au Maroc, hein, et c'est à peu près la même année que le Maroc obtient son indépendance. Par contre, Pierre Mendès France ne sera pas pour l'indépendance algérienne, il dira l'Algérie c'est la France, et eh bien, il sera pour la répression de l'Algérie.
Et c'est exactement à la même période aussi qu'on va arriver les Chicago Boys de l'école ultralibérale de Chicago avec les prix Nobel von Hayek, Friedman, qui disent on préfère un régime dictatorial et libéral plutôt qu'une démocratie protectionniste, avec les coups d'État du plan Condor en Amérique du Sud. Au même moment, on va arriver Zbigniew Brzezinski, qui est l'éminence grise de la CIA et qui théorise le tititainment, c'est-à-dire l'entertainment avec les tits. Les tits, c'est les seins des femmes, ça veut dire abrutir les gens par la sous-culture et la malbouffe. On a le régime de Pinochet avec les anciens nazis dans ces régimes ultralibéraux en Amérique du Sud. C'est quand même, ça fait frémir. On a l'Aloche P2 dans les années 70 en Italie avec Licio Gelli, qui était véritablement un fasciste qui avait travaillé avec l'Amérique du Sud et dont la loge tenait l'Italie avec des militaires, des hommes politiques, des carabinieri, la CIA, l'extrême droite, la mafia, le Vatican. Donc on est vraiment dans ça, parce que le but de la loge P2, c'était de remplacer toutes les instances démocratiques italiennes, du gouvernement italien, par des instances privées. Et c'est ce qu'a fait Berlusconi par la suite, qui a fait sa fortune avec l'argent de la mafia. Hein, ça, c'est totalement établi. Et donc, la question de l'Europe se pose là, parce que c'est en 1954 qu'a commencé vraiment à être pensée l'Europe économique, qui a été créée avec des grandes fortunes du patronat européen qui avaient collaboré toutes avec Hitler, que ce soit les françaises ou les allemandes, les italiennes, hein, avec le fascisme, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1957, et la communauté européenne qui n'a cessé de battre en brèche les acquis du Conseil national de la résistance. Quand on combat les acquis du Conseil national de la résistance, ça veut dire qu'on est simplement des collaborateurs avec le grand capital contre la démocratie, contre les droits de l'homme, contre la souveraineté des peuples, et c'est ça que n'a cessé de faire l'Europe, l'Union européenne. Donc, et vraiment, on le voit, une logique entre le nazisme, l'Europe, les États-Unis, qui trouve son expression parfaite aujourd'hui avec ce qui est en train d'être mis en place avec la crise du coronavirus, hein, qui est le domaine de la stratégie du choc, où on profite d'un état de traumatisme de la population qu'on va créer pour mettre un régime autoritaire en culpabilisant et en terrorisant avec l'armée, les CRS, la police dans la rue. Voilà, donc c'est extrêmement éclairant. Hein, je rappelle un article de Johan Chapoutot, Le management et le nazisme, paru dans l'Observateur au début de cette année 2020. Merci.